Chers téléspectateurs, bonsoir. Sur les 54 pays que compte l'Afrique, 50 sont actuellement atteints par la pandémie du coronavirus. Si certains semblent relativement mieux lotis que d'autres, tous sont sous la menace d'une catastrophe. En Mauritanie, selon le bulletin faisant quotidiennement l'état des lieux, la situation jusqu'à hier était stable. Le nombre de cas confirmés de personnes contaminées est resté inchangé, c'est-à-dire 6, dont un décès. Les 2 premiers cas ont été déclarés guéris et l'état de santé des 3 autres demeure stable. Le nombre de personnes confinées sur l'ensemble du territoire national est de 1381 personnes, dont près de 700 à Nouakchott. Aucun cas nouveau n'a été détecté depuis le 30 mars. Mais on ne doit à aucun moment baisser la garde, car la menace est réelle. Le Covid-19, comme on l'appelle, est devenu notre actualité quotidienne. Et notre Zoom sur de ce soir revient encore une fois de plus sur le sujet. Mes invités sont Dr Moussa Abdallahi, qui est chargé de mission au ministère de la Santé et qui est PhD épidémiologique. Bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir. Je reçois également sur ce plateau M. Kissima Diagana, qui est journaliste. Avant d'entrer dans le vif du débat, nous allons suivre ensemble cet élément préparé par ma consoeur Rabia Deida. 19 jours que notre pays est soumis au couvre-feu pour endiguer l'avancée de la contamination du Covid-19. Parallèlement à ces mesures, d'importantes décisions ont été prises par les pouvoirs publics pour non seulement sécuriser les populations, mais également mettre à leur disposition les conditions et les moyens nécessaires en cette période de pandémie où aucune nation n'est épargnée. Sur le plan de la santé, des moyens financiers conséquents ont été disponibilisés pour l'achat de matériels médicaux, la prise en charge des malades, le confinement. L'autre aspect non moins important, c'est le maillage total du territoire national par les forces armées et de sécurité pour empêcher toute infiltration suite à la fermeture des frontières, malgré les tentatives de certains citoyens de tenter de regagner le pays. Aujourd'hui, l'effort de tous doit se concentrer sur le respect des gestes barrières, les distances de sécurité et surtout rester à la maison pour éviter toute contamination. D'où l'importance de la sensibilisation et de la conscientisation, rôle dévolu aux médias, qui doivent se mobiliser pour être à l'avant-garde de cette bataille planétaire. Merci Rabia. Docteur Moussa, les autorités sanitaires affirment que depuis le 30 mars, aucun nouveau cas n'a été détecté. Est-ce que les Mauritaniens peuvent dormir tranquillement? Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Donc je profite pour passer le bonjour à tous les téléspectateurs. Donc comme vous avez dit, effectivement, depuis le 30 mars, il n'y a pas eu de nouveaux cas. Mais maintenant, dire est-ce que la population doit toujours rester tranquillement, j'allais dire qu'elle doit plutôt continuer à mettre en œuvre et appliquer les mesures, les consignes qui ont été appliquées par la haute autorité du pays, qui sont le confinement et ne sortir qu'à extrême nécessité, le respect aussi de lavage systémique des mains, et aussi les mesures concernant l'éternuement en utilisant des Kleenex à usage unique, et surtout aussi de garder une distance de moins 1 mètre entre la population et d'éviter les zones de grande concentration. Donc, pour dire que effectivement, depuis le 30, on n'a pas eu, mais les mesures doivent rester toujours de mise jusqu'au nouvel ordre. Kissima, le regard du journaliste, ce qui s'est passé jusqu'à présent, est-ce que vous voyez que les choses se sont améliorées, que la Mauritanie a pu mettre fin, a pu poser des barrières qui ont été respectées? Bon, vous me dites le regard du journaliste. En fait, le regard du journaliste, c'est toujours le regard de quelqu'un qui cherche un peu à fouiller qu'est-ce qui se passe derrière l'information qu'on nous donne. Parce que le journaliste ne se contente pas du fait que les autorités disent
Ça fait une semaine qu'on n'a pas déclaré de nouveaux cas. Ce n'est pas suffisant. Le journaliste est curieux. Il doit continuer à chercher. On ne peut pas, par exemple, lui interdire de soupçonner ce qui se passe derrière l'information que l'autorité donne. Parce qu'en fait, dans ce contexte, il est question de traitement de l'information en temps de crise. Or, en temps de crise, il y a des éléments dont doit disposer un journaliste pour pouvoir se comporter en journaliste. Pas, si vous voulez, un promoteur de la communication des décideurs, pas également un vecteur de la propagande de ceux qui sont dans l'opposition, mais qu'il essaye de garder cette équidistance à laquelle, en tout cas, sa profession l'astreint pour qu'il puisse avoir, si vous voulez, le traitement. Donc, depuis le début de cette situation de crise, on sait que la Mauritanie a pris de bonnes mesures, il faut le dire, parce que le fait d'abord que les gens aient fermé très rapidement les aéroports, les frontières, cela a certainement pu contribuer à une relative maîtrise de l'avancée de cette crise sanitaire. Maintenant, de là à dire que le journaliste lui-même doit dire que voilà, les choses vont bien, non, on n'en est pas là. Le journaliste doit continuer encore à fouiller. À fouiller pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'information, mais également la contre-information. Cette contre-information, elle se trouve où? Très souvent, c'est à l'intérieur maintenant de ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les médias sociaux. Les gens ont tendance à vouloir diffuser toutes sortes de rumeurs. Et ça risque de prendre le dessus sur les fake news, le côté etc. information vraie. Nous aurons l'occasion de revenir. Docteur Moussa, d'où peuvent venir les risques maintenant? Du moment que nous avons fermé les frontières, les aéroports, nous sommes juste entre nous. D'où peuvent venir les risques? En fait, merci beaucoup. Je pense que, comme mon collègue vient de le dire, il faut quand même s'allier les mesures qui ont été prises par le gouvernement. Parce que c'est des mesures qui ont été prises précocement, de manière très précoce, et qui ont en train de donner en fait de bons résultats, j'allais dire. Parce qu'en fait, le challenge dans ce genre d'épidémies, de crises épidémiologiques, souvent, c'est de faire de sorte d'applaudir la courbe épidémiologique, en fait. Et ici, quand on dit courbe épidémiologique, c'est en fait la répartition ou la représentation graphique du nombre de cas ou d'une épidémie ou d'un événement de santé ou d'une maladie en fonction du temps dans une population en lieu et pour une période donnée. Si on prend par exemple, si on va appliquer cette vision sur ce qui a été fait jusqu'à présent, on peut se féliciter. Mais, comme mon collègue vient de le dire, il faut être vigilant parce que nous avons affaire à un virus qui est imprévisible et que, effectivement, pour le moment, la situation est, j'allais dire, maîtrisée, mais que la vigilance doit toujours rester de mise et l'application des mesures, comme j'ai dit tantôt, doit rester aussi en vigueur. Maintenant, concernant votre question sur, si j'ai bien compris, si on peut dire que la mesure doit continuer ou je n'ai pas bien compris. D'où peuvent venir les menaces? Parce que menaces. Nous sommes entre nous, on a confiné les gens qui sont suspects, etc. Il y a eu ce qui a été déclaré. On croit qu'on est un peu tranquille. Oui, en fait. La menace peut venir d'où? Oui, la menace peut venir toujours des gens confinés. Si jamais quelqu'un développe, bien qu'ils sont bien confinés et les mesures ont été bien prises pour vraiment éviter que si jamais quelqu'un développe la maladie, il va être détecté de manière très précoce. Il y aura une prise en charge aussi adéquate de manière très précoce. Et là, pour vous dire que la décision que le gouvernement mauritanien vient de prendre, le ministère de la Santé va par exemple passer les textes à tous les gens confinés. C'est une mesure en fait, qui permet d'anticiper, de détecter en fait. C'est que nous, on peut en épidémiologie dire la recherche active des cas en fait. On peut les détecter rapidement s'il y a quelqu'un qui a par exemple un test positif. On peut directement déjà le prendre en charge de manière très précocement pour éviter. Toutes ces mesures, en fait, c'est des mesures en fait, collectives qui empêchent en fait, la propagation de cette maladie. Donc, l'autre menace qui peut arriver, si par exemple il y a des gens qui sont rentrés de manière plus ou moins, je sais que les frontières sont fermées, mais avant les fermetures des frontières, s'il y a des personnes qui ont rentré par exemple avant et qui ne sont pas déclarées,
peuvent être une menace. Et le message que je souhaite passer à ces citoyens, si quelqu'un a eu la chance de passer à travers les filtres, de passer de manière inaperçue, qu'il n'a que se mettre en autoconfinement, il se rendre aussi dans un lieu de confinement pour être suivi. Venir se déclarer lui-même. Se déclarer pour être suivi de manière médicalement sûre. Et c'est pour aussi sa santé à lui, mais sa santé aussi de la population mauritanienne dans sa globalité. Kissima, en tant qu'observateur, vous avez déjà assisté ou vécu ici dans ce pays la gestion de certaines crises telles que la fièvre de la vallée du Rift. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une amélioration dans la gestion de ces crises? Bon, en tant que, si vous voulez, acteur dans le champ des médias, je pourrais dire qu'il y a peut-être un meilleur comportement du vis-à-vis, c'est-à-dire les sources d'information. Parce que le journaliste, en fait, pour qu'il puisse s'acquitter de son rôle de journaliste, il a besoin de 2 éléments fondamentaux. D'abord, c'est la source d'information qu'on lui permette d'y accéder. Ensuite, les données. Et ces données-là, ce sont les sources d'information qui nous les donnent. Et je sais qu'avant même qu'on ne parle de la crise de la fièvre du Rift, j'ai été une fois commis par l'agence pour laquelle je suis le correspondant ici en Mauritanie, de faire des enquêtes autour de la menace de la crise d'Ebola. Je me souviens que lorsque je suis parti au ministère pour prendre les informations, le ministère de la Santé, mais j'ai rencontré des barrières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez même vous faire tout simplement manquer de respect par rapport à l'autorité qui est censée vous donner l'information. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les autorités jouent aussi à la transparence. Et ça, c'est peut-être de bonne guerre quand les autorités décident. Parce que quelque part, on se dit qu'ils sont en train de vouloir, en tout cas, mettre à la disposition des médias le maximum d'informations, en tout cas, qu'eux, ils veulent faire passer. J'insiste sur ce mot, qu'eux, ils veulent faire passer. Donc, amélioration, d'accord, mais cela ne doit pas encore suffire, parce que le journaliste est dans une recherche perpétuelle. Il est dans une recherche continue. Il ne doit pas tout simplement se dire, voilà, les autorités sont ouvertes, je vais peut-être aller me contenter de ce qu'ils me demandent de relayer. Ça, c'est intéressant. Mais le contexte est différent. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où les médias traditionnels sont concurrencés par tout ce qu'il y a aujourd'hui comme nouveaux médias. Et aujourd'hui, le journaliste n'a pas le monopole de l'information. Il n'a pas le monopole de la profession. Maintenant, n'importe qui est journaliste à sa façon. Avec votre téléphone portable, vous avez la capacité de relayer une information. Ce qui veut dire qu'il faudra aussi que le journaliste lui-même, qui va à la recherche de cette information, puisse faire preuve d'une originalité que les autres n'ont pas. Mais là-dessus, il faut également que ces sources d'informations dont je vous parle évitent la frilosité. Pourquoi? Parce que dans ce contexte actuel, si moi, en tant que journaliste, je m'adresse à un acteur des médias, par exemple, Dr Moussa Abdraï, qui est en face de moi ici, qui est spécialiste en épidémiologie. Si je cherche une information particulière avec vous, si vous me dites non, attendez que j'ai l'autorisation de vous informer, vous ne contribuez pas, si vous voulez, à la facilitation du rôle du journaliste. Vous risquez de l'induire maintenant dans une erreur si ce journaliste ne fait pas attention lui-même. Parce qu'il y a des journalistes qui sont très pressés. Le temps que vous me dites, attends, je vais aller fouiller ailleurs. Je vais arracher des informations d'une autre façon. Et finalement, comme on dirait, vous n'aurez plus à me rendre obligé d'avoir pu, en tout cas, faire mon travail. Et ça, sur ce plan-là, il faudrait encore que j'insiste ici pour dire que c'est le journaliste qui parle. Il ne faut pas que les autorités continuent à menacer leur personnel en leur disant ne donnez pas les informations tant qu'on ne vous donne pas l'autorisation. Parce qu'on n'attend pas. On est dans une période de crise. Si vous voulez être informé, informez, mais avec, si vous voulez, la sincérité. Parce que tout de suite, quand vous posez la question, je me souviens d'avoir lu quelque chose où, je pense, si je ne me trompe, un auteur dans une thèse, il s'appelle Benazir Hilali, qui a fait une thèse en 2016, qui portait sur l'information en temps de crise. Il dit des médias traditionnels aux nouveaux médias.
qu'est-ce qu'il dit? Il cite un article d'un autre journaliste de Ouest France qui dit les autorités ou bien les pouvoirs publics ont compris qu'il faut être présent dans les médias. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont compris ça? Il dit ils ont compris qu'il faut être dans les médias pour donner au moins l'impression d'être ouvert. Aujourd'hui, si nous regardons le ministre qui parle dans le journal télévisé et certains médecins qui viennent parler ici, si nous voyons Facebook où il intervient, on a complètement compris que les pouvoirs publics veulent donner l'impression aux profanes qu'ils sont ouverts. Mais il peut arriver que face à certaines informations qui sont délicates, bien que ces mêmes pouvoirs publics se referment. Mais s'ils se referment, qu'est-ce qu'ils vont créer comme problème? Ils créent comme problème toutes les supputations possibles. Que les gens partent sur les réseaux sociaux et disent si le ministre n'a pas accepté de dire ça, certainement c'est parce qu'ils inventent eux aussi leurs informations. Alors, vous posez un grand problème à ceux qui veulent faire le travail de la façon la plus correcte, qui vont aller à la recherche de la bonne information. Donc, il faudrait que davantage ils essayent de dépasser ce stade de vouloir donner l'impression d'être ouverts. Tout le monde a l'impression que les gens font du bon travail. Vous écoutez les gens, ils vont commenter, c'est bien, c'est cela. Mais pour ceux qui ne sont pas profanes, on sait très bien qu'il y a une rétention de l'information quelque part, mais il va falloir encore permettre aux gens de fouiller. Docteur, nous allons permettre on va permettre à docteur de nous parler un peu du virus, coronavirus, son historique, comment il se développe et pourquoi il est tant craint, d'autant plus qu'il ne fait pas trop de morts. Okay. Le taux de mortalité est de 3%. Oui. Je dirais presque, excusez les termes, insignifiant par rapport à la grippe saisonnière, etc. Effectivement. Merci beaucoup, mais si vous permettez, je souhaitais donner une information concernant la gestion informatique de l'information. Voilà. Je crois que, en fait, comme mon collègue l'a dit, en tout cas, cette épidémie, la gestion de l'information a été faite selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, en fait. Et c'est quoi en fait? C'est le pouvoir. Si vous vous rappelez avec moi, chaque fois, du début, avant que même le virus atteigne la Mauritanie, depuis que les cas ont été signalés dans les pays frontaliers, c'est le ministre de la Santé lui-même qui, chaque fois, il donnait souvent de l'information que le virus de Corona n'est pas chez nous, mais il s'approche. Et depuis le premier cas, la première personne qui a parlé de ça, c'est le ministre de la Santé lui-même. Pour dire, et il a dit dans toute transparence que vraiment il n'y a rien à cacher devant les journalistes. Et ça fait partie d'ailleurs de la bonne gestion de l'information en temps de crise épidémiologique. Vous avez parfaitement raison, oui, voilà, tout à fait. Voilà. Oui. Et là, ça a été appliqué à la lettre vraiment par le ministère de la Santé pour cette crise. Vous voyez donc, avant l'arrivée même du corona, jusqu'à tout a été vraiment suit une logique bien ordonnée avec des sorties périodiques qui donnent de la première personne concernée du ministère de la Santé, qui est le ministre, son Excellence Monsieur le ministre, et qui donne l'information au public de manière très claire, très à portée de tout le monde. Donc pour dire vraiment comme Monsieur le ministre aussi l'avait dit, il n'y a rien à cacher parce que nous sommes... il y a danger, nous sommes tous menacés. Nous sommes tous menacés, donc vraiment c'est ça. En fait. Et je remercie Kissima parce que les journalistes ont ce rôle vraiment de dire, mais aussi j'apprécie beaucoup le fait qu'il apprécie que vraiment il y a une nouvelle dimension, une nouvelle démarche pour la gestion de l'information. Maintenant, pour le virus corona, en fait c'est une pandémie mondiale qui a commencé avec une épidémie localisée au niveau de la Chine, en fait. Au niveau d'une province en Chine et qui a en fait heurté le monde parce qu'il s'agit d'une nouvelle en fait pandémie qui n'existait pas avant. Et là, quand j'ai dit nouvelle pandémie ou nouvelle épidémie, je souhaite dire que l'une des capacités de virus, en fait, de virus de la grippe, influenza virus, c'est cette possibilité en fait de créer ce genre de pandémie sur le plan mondial. Quand on dit, je vais peut-être de manière très simplifiée pour expliquer en fait, le virus de la grippe en fait appartient à une grande famille qui s'appelle les orthomyxoviridae. Et donc l'influenza virus fait partie de ça. Il est composé en fait, voilà, il y a 5 sous-types en fait. Bon, certains disent 3, mais il y a 5 quand même. C'est l'influenza de type A, B, C, et le togotovirus.
il est isavirus. Et donc, ce virus, c'est le virus A seulement qui est le plus, en fait, qui a cette capacité, le virus A et B, ils ont cette capacité de créer toujours des pandémies. Quand on dit cette capacité, bon, le virus B, souvent, c'est le B Victoria et le B Yamagata qui c'est des épidémies, c'est pas des pandémies. En fait, ce qui crée des pandémies sur le plan mondial, c'est le virus A. Pourquoi il crée la pandémie? En fait, c'est des virus ARN. C'est des virus en fait ARN. Quand on dit ARN, c'est-à-dire que le virus, c'est une. Elles sont très simples en fait. Leur structure est composée en fait est composée de deux glycoprotéines qui sont les hémagglutinines et néraminidase. Et la capsule en fait qui englobe et le matériel génétique qui est à l'intérieur du virus. Donc, ils n'ont pas de noyau, en fait, comme le cas de tout micro-organisme. Mais leur capacité ici, c'est quoi? C'est qu'ils ont ce qu'on appelle le réassortiment antigénique. Parfois, il y a des poussées antigéniques, c'est-à-dire que le virus change, en fait, son génome, et il devient une nouvelle souche qui est pandémique, c'est laquelle l'humanité n'avait pas d'immunité contre ce virus, il peut provoquer des pandémies. C'est quand il y a des poussées antigéniques. Des poussées, c'est des modifications simples au niveau du génome. Mais c'est le type A qui est caractérisé par ce qu'on appelle les cassures antigéniques. Donc, il change complètement son génome, il peut le changer en grande partie. Et c'est ça, le monde se trouve en face d'une nouvelle souche de virus qui va créer une pandémie. L'histoire aussi de l'humanité a passé par plusieurs pandémies qui sont, si on prend par exemple le H1N1 en 2018 qui a fait plus de 40 morts, pour ne citer que celui, mais il y a plusieurs pandémies qui se passent, pour dire la capacité de ces virus de s'adapter. En fait, c'est aussi ressortissement antigénique, c'est une sorte l'expression de l'adaptation du virus lui-même contre le système immunitaire de l'individu. Et donc, pour dire que c'est des virus, en fait, qui sont nouvellement arrivés, sur lesquels le monde n'avait pas d'immunité, n'était pas préparé, et qu'ils ont commencé en Chine, mais surtout beaucoup de cas, en fait, dans une période bien limitée. Et donc, le monde a suivi, l'OMS a suivi, en fait, le développement de ces virus, et aussi les pays, en fait, la communauté internationale a suivi. À un moment donné, le virus a franchi maintenant la Chine pour passer à d'autres pays, se propage. Et là, le 11 mars, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré le virus coronavirus, le Covid-19, comme étant une pandémie mondiale. Si vous voyez par venir de sort, ou je ne sais pas comment... En Mauritanie, en fait, les mesures ont été prises dès le début, en fait. Le gouvernement mauritanien a suivi le développement des virus ailleurs. Depuis, sur le plan international, il a suivi le développement des virus et il a mis en place un mécanisme qui a commencé assez tôt, vers le début janvier. Il y a un mécanisme, il y avait déjà un comité qui était là, qui est en train de suivre le développement, qui donnait des orientations, jusqu'à l'apparition du premier cas, le 15 mars, le 13 mars 2020. Et donc, vous allez voir que aussi, le gouvernement a pris beaucoup de mesures qui sont des mesures, en fait, à s'allier, qui sont fortes, comme le confinement, parce que l'une des mesures les plus importantes pour limiter la propagation des virus, le confinement, l'une des mesures les plus importantes. Parce que l'expérience des autres pays a montré, en fait, que les pays qui ont pris les mesures de confinement tôt, ils ont arrivé à des résultats, en fait, tôt. Et les pays qui avaient un relâche par les mesures de confinement, ils ont quand même eu des difficultés à pouvoir contourner le développement de ces virus. On va demander à Kissima, est-ce qu'il a vécu ce confinement et comment il a vécu et quel est son regard là-dessus? En fait, est-ce que je l'ai vécu ou bien est-ce que je l'ai observé? C'est-à-dire que si, par exemple, vous me demandez si j'ai observé les gens dans leur confinement en Mauritanie. Est-ce que toi-même, tu l'as vécu, tu as été confiné toi-même? Bon, j'ai un confinement logique. J'ai un confinement logique. C'est-à-dire que rester chez soi et ne pas sortir. Ne sortir qu'en cas de nécessité, comme tout de suite là. Parce que normalement, je devais être chez moi. Mais me voilà ici parce que je quitte le confinement pour venir répondre à cette nécessité de participer à cette émission. Mais au-delà de cela, il faut dire que quand on regarde la Mauritanie, en fait,
concept de confinement, ce n'est pas le confinement même, au vrai sens du terme. Parce que le Mauritanien, il est nomade d'abord dans sa culture. Et quand je dis le Mauritanien est nomade dans sa culture, je ne parle pas d'une seule communauté, c'est toutes les communautés mauritaniennes aujourd'hui qui sont en mouvement. Les gens sont obligés de sortir, aller au marché. Les gens sont obligés de sortir pour aller, par exemple, par-ci, par-là. Ce qui a donné la chance peut-être aux autorités d'imposer le confinement, c'est lorsqu'ils ont fermé les lieux de rencontre, les cafés, les restaurants et même les magasins où les gens ont l'habitude d'aller acheter leur matériel de construction, par-ci, par-là, tous les autres éléments. Au-delà de ce que ça peut donner comme aspect négatif, on peut dire qu'en termes de contrôle carrément de cette pandémie-là, ils sont quand même sur la bonne voie. Ça leur permet de bien maîtriser la situation à leur niveau. Encore que, est-ce que cela s'est passé de la même manière à l'intérieur du pays? Il a fallu qu'il y ait un cas, par exemple, au niveau de Kaïdi, pour que les gens pensent à augmenter un peu le niveau de rigueur dans le contrôle des frontières. Il a fallu que des gens s'entassent à Rosso à un certain moment pour que les gens pensent à aller confiner les gens dans des hôtels pour que ces gens-là puissent... Et même d'ailleurs, lorsque les personnes confinées ont informé le public qu'ils sont confinés dans des hôtels qui sont dans de bonnes conditions, ça a commencé un peu à créer, si vous voulez, une sorte de tranquillité chez les gens pour dire, voilà, les autorités sont en train de faire du bon travail. Ça, c'est à leur actif. Maintenant, le confinement, ce n'est pas ça seulement. Parce qu'en termes de contrôle de l'épidémie, il faut dire que les mouvements, les déplacements, les voyages ont été pour beaucoup dans la propagation du virus. Je ne sais pas, je disais tout de suite à quelqu'un qu'il y a certains pays où il n'y a pas beaucoup de mouvements de va-et-vient. Il y a des pays où vous n'avez pas ces voyages-là, ces trafics, où on n'entend pas parler beaucoup de ces gens-là. Ils ne sont pas au devant de la scène. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, cette poussée de la maladie, cette poussée de la pandémie dans ces pays-là. Parce que c'est des pays relativement fermés. Mais il y a autre chose auquel il faut peut-être s'intéresser, c'est de dire que jusque-là, en termes d'information, vous savez que si l'information est manipulée, ça peut, si vous voulez, créer les effets négatifs. Je sais qu'il y a quelques jours, on écoutait des émissions où on disait que si les Chinois, si en Chine, il y avait une certaine liberté d'expression, si on avait laissé les journalistes tranquilles, qu'on leur laissait la possibilité de transmettre les informations, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là avec cette histoire de coronavirus. Parce que si vous prenez les dictatures, où le journaliste n'a pas la possibilité de donner l'information qu'il a, eh bien, si on l'oblige à cacher la vérité, les conséquences, c'est ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'une pandémie à l'échelle mondiale, moi je me demande si ce n'est pas la première fois dans l'histoire de toute l'humanité où toute l'humanité est menacée de mort avec le même degré de violence. Vous voyez un peu? Parce que si vous regardez un peu l'information, peut-être qu'il y a une pression médiatique autour de la question du coronavirus. C'est vrai que les centaines, les milliers de morts, ça se passait chaque jour, mais les médias n'ont jamais été braqués sur ces morts, les gens qui meurent de faim, les gens qui meurent de paludisme, les gens qui meurent d'autres maladies qui ne sont pas le coronavirus. Mais il a suffi que tout le monde parle maintenant du coronavirus, qu'on mette le zoom sur la mort des grandes célébrités pour qu'on continue, pour qu'on commence à inquiéter le monde. Mais est-ce que derrière cette information, il n'y a pas des informations positives aussi, des cas de guérison, des gens, de personnes qui ont porté le virus, mais qui l'ont porté, mais qui s'en sont débarrassés de façon, si vous voulez, implicite, sans être obligés de passer par les médecins. Est-ce que ces genres d'informations, on nous permet de les ressortir? Est-ce que les décideurs, finalement, relayent aussi ces informations? Parce que si vous nous dites, par exemple, que les personnes confinées, vous allez leur fournir des tests, mais permettez également aux gens de comprendre, est-ce que parmi ces personnes confinées, il n'y a pas des gens qui ont senti les symptômes, mais qu'au bout de 2 ou 3 jours, ils s'en sont débarrassés?
Voilà un peu. On va demander à Dr Moussa de nous parler des personnes confinées. Comment s'est fait le confinement? Oui, la méthode, comment elle s'est fait? Oui. Est-ce qu'il y a un suivi des personnes qui sont là-bas? Oui, bien sûr. Le confinement s'est fait dans la méthode selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. C'est mettre les gens en confinement, respecter les distances entre les gens comme c'est fait au niveau communautaire. Et aussi les mesures d'hygiène. L'éternuement s'est fait par exemple à travers des Kleenex ou le coude. Les mesures barrières sont vraiment efficaces. Voilà. Et en plus, je crois que pour les gens confinés aussi, le port de masque souhaité dans beaucoup de cas. Et donc, vous savez, docteur, excusez-moi, mais dans un premier temps, je crois qu'il y a eu un hic à propos du port de masque. Oui. Dans un premier temps, on a dit qu'il faut laisser aux médecins, qu'il ne sert que des gens qui sont malades. Et maintenant, on le recommande. On voit même les plus hautes autorités de l'État donner l'exemple. Oui, en fait, si la plus haute autorité de l'État donne un exemple, nous, en tant que citoyens, on doit suivre. Parce que chaque pays est souverain de prendre les mesures qui lui appartiennent de sauver la vie de sa population. Mais de manière générale, avant, ce qui a été recommandé par l'OMS, c'est que les masques sont destinés au personnel de santé qui s'occupe, soignant par exemple, ou une personne qui est déjà malade. Ou qui soupçonne qui vient d'un lieu où l'épidémie se propage pour éviter qu'il tombe malade et qu'il propage la maladie pour d'autres personnes. Et aussi une personne qui est, c'est-à-dire les cas suspects par exemple, ils peuvent porter les masques. Mais comme j'ai dit, c'est des mesures en fait qui reviennent à chaque pays de les appliquer en fonction du contexte. Le port du turban? Le port du turban, en fait, le turban, je crois qu'il a un apport, c'est-à-dire il a un apport mécanique. Hein. C'est bon, il vaut mieux de porter un turban que de ne pas le porter. Mais bon, le masque, en fait, il est plus adapté pour quelqu'un, pour un cas suspect, par exemple, ou pour les personnels médicaux. Il y a des masques, en fait, dans les normes qui sont préétablies par l'OMS que les gens doivent porter. Mais, comme j'ai dit, nous, si les autorités suprêmes du pays jugent qu'il est important qu'on porte le masque, je crois qu'il nous revient de porter le masque aussi pour appliquer par ces deux mesures qui vont vers la protection de la population. Maintenant, moi, je souhaite dire que mon collègue, c'est vrai il peut y avoir dans une crise comme ça, heureusement, on ne vit pas ce genre de crise tous les jours ou tous les ans. Il y a eu des épidémies, des rougeoles, des épidémies de vallée de rive, d'autres épidémies qui ont été gérées. Mais cette épidémie, en fait, ou pandémie de grippe, de Covid-19, comme vous avez dit, c'est une pandémie particulière. C'est la première, je crois, c'est la pandémie du siècle que nous sommes en train de vivre. Et du coup, c'est quelque chose sur lequel peut-être tout le monde n'était pas vraiment préparé. C'est le cas de tous les systèmes de santé dans le monde. Et souvent, dans ce genre d'épidémies, le bilan, si on veut dire faire une gestion axée sur les résultats de ce que le gouvernement mauritanien a mis en place, on va trouver que les résultats sont très encourageants et sont très positifs. Parce que nous avons 6 cas positifs qui ont été confirmés. 2 sont guéris. Malheureusement, il y a eu un décès. Mais quand même, il y a aussi, depuis le 30 mars, on n'a pas eu de nouveaux cas. Et fort heureusement, on n'a pas eu de nouveaux cas. Donc, c'est-à-dire que les mesures, les mesures qui ont été, c'est des mesures fortes et pour la protection, pour couper la chaîne de transmission. Je crois que si on veut voir un regard de gestion axé sur les résultats, donc toutes ces mesures vraiment qui ont été mises en place ont déjà donné un résultat. Les résultats, pourquoi je l'ai dit, il n'y a rien à cacher parce que ça, c'est des épidémies qu'on ne peut pas cacher. Si jamais il y a eu des transmissions un peu partout, c'est le système de santé qui allait vraiment avoir une forte pression des cas et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le cacher. Donc, on peut dire que pour le moment, alhamdoulilah, les choses, ça va bien sur l'ensemble, mais comme nous avons tous dit, il faut que la population continue à appliquer ces mesures parce que aussi, je crois que la population aussi a accompagné en fait les mesures mises en place par l'État et ça aussi, ça reflète ces résultats sur lesquels nous sommes en train de vivre. Mais il faut qu'on continue. Ce virus, il est imprévisible. Et donc, à tout moment, s'il y a une faille, ça peut se propager. Et là, c'est ce que nous ne souhaitons pas. Il faut vraiment maintenir ces mesures d'hygiène
et il faut que ça soit maintenu jusqu'au bout. Et ça revient à l'État maintenant, au gouvernement de chaque pays, de lever les mesures en fonction de sa propre vision pour la santé publique de son pays. Ça, c'est un. L'autre élément sur lequel je souhaite parler, c'est le confiné. Donc, les confinés, en fait, actuellement, nous avons un total de 1381 personnes confinées, dont 685 confinées en Nouakchott. Et la mesure que le gouvernement mauritanien a prise, c'est en fait de passer le test à toutes les personnes confinées. Comme j'ai dit tantôt, c'est pour vraiment anticiper s'il y a des personnes qui développent déjà la maladie, qu'on le prend en charge de manière précocement. S'il y a des gens qui ont fait la période requise pour le confinement et qui en faisant des tests s'avèrent négatifs, ils seront libérés aussi avec des conditions, avec des conseils allant vers vraiment la chaîne, allant vers la prévention de Covid-19. Kissima, nous avons vu que dans des pays qui sont considérés comme étant des puissances, des systèmes de santé entiers s'écroulent. Je vais citer les États-Unis, la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Est-ce que cela n'est pas inquiétant pour nous? Bien évidemment que c'est inquiétant. L'inquiétude n'est pas liée au fait que ce sont les puissances qui s'écroulent devant cette maladie. Parce qu'en réalité, il ne faut pas percevoir les choses en termes de pays riches ou pays solidement constitués en termes de système de santé, mais il faut le voir sous un autre angle. Parce qu'aussi, il ne faut pas oublier qu'on nous a tous embarqués dans le bateau d'une certaine mondialisation. On nous a fait croire que les meilleurs, ce sont les Occidentaux, que ce dont ils disposent est tellement efficace. Aujourd'hui, l'Afrique elle-même est menacée par des informations qui vont ça et là. On nous dit que certains veulent expérimenter déjà leur vaccin sur l'Afrique. Et des voix s'élèvent pour dire non, mais pourquoi nous, alors que chez vous, vous avez encore beaucoup de gens qui sont en train de... Vous avez vu un peu. Cela ne doit pas... Il ne faut pas que les Africains, encore moins les Mauritaniens, se sentent complexés par rapport à leur capacité de réagir face à une pandémie. Il se peut que les Mauritaniens soient beaucoup plus efficaces que les Américains. Ce n'est pas un problème. L'inquiétude n'est pas liée au fait que les Américains, les Britanniques, les Français, les Espagnols, vers lesquels d'ailleurs nos autorités, nos présidents, nos ministres partaient pour se faire soigner, même pour se faire arracher une dent, ce n'est pas parce que ces gens-là sont en train de chuter que nous, on doit avoir peur. Non. Il y a forcément une capacité dont disposent nos pays pour faire face à cette pandémie. Parce que lorsque, par exemple, le docteur Abdoulaye me dit que les autorités ont pris les devants, c'est une très bonne chose. Parce qu'aussi, tout est question de communication. Parce que regardez, il y a quelques éléments. Quand on est en période de crise, qu'est-ce qu'il faut gérer? C'est l'information. Et lorsqu'on gère cette information, pourquoi est-ce qu'on gère cette information? C'est pour que les décideurs puissent eux-mêmes, à leur tour, informer les citoyens. Et en informant les citoyens, qu'est-ce qu'ils rendent possible? Ils donnent la possibilité aux médias d'accéder à la bonne information et de relayer maintenant une bonne compréhension de l'événement. Aujourd'hui, ce dont nous avons besoin en tant que journalistes, il faut que le décideur qui est aujourd'hui affilié au ministère de la Santé, pas le ministère de la Santé seulement, parce que je sais qu'il y a un comité ministériel, il faut que ces gens-là nous facilitent, nous, en tant que médias, eh bien, de pouvoir accéder à toutes les sources, parce qu'il faut nous faire confiance aussi. Accéder à toutes les sources pour que nous puissions aider à ce que la bonne compréhension, je dis bien compréhension, de l'événement puisse être tout simplement à la disposition des citoyens. Cela leur permet de voir une bonne perception du danger. Mais si je téléphone à docteur, docteur, je voulais savoir aujourd'hui vous avez combien de livres vous disposez, de combien de tests vous disposez, pour que je puisse en parler. Si vous me dites attendez que les gens me donnent l'autorisation, je ne pourrai pas participer à relayer une bonne information, à aider les citoyens à bien comprendre et aussi à avoir une très bonne perception du danger.
Et voilà, parce que vous parlez de masques, vous parlez de turbans. Il faut que les masques soient disponibles. Si moi, j'arrive à dire la Mauritanie a reçu 2 millions de masques, je sais que sur les 4 millions, il y a au moins 2 millions de Mauritaniens qui peuvent accéder aux masques. Mais si vous me dites attendez, ou bien si vous refusez de me prendre au téléphone, parce que ça arrive, vous téléphonez à quelqu'un, il regarde le numéro, il dit ce numéro, je ne le connais pas, je ne prends pas. Non, il faudrait aussi que les décideurs changent. Parce que je vous ai dit, votre capacité en tant que décideur n'est pas tout simplement sujette à la capacité des Américains. Vous pouvez avoir des moyens que les Américains n'ont pas. C'est juste pour dire qu'on est inquiet, mais on n'est pas inquiet parce que cette pandémie dépasse les Américains. On n'est pas inquiet parce que cette pandémie est en train de décimer, par exemple, les Italiens, les Anglais ou autres. On ne devrait être inquiet tout simplement que parce que, pour la première fois, l'humanité est confrontée à une situation. Comment la maîtriser? Eh bien, il ne faut pas compter sur les autres. Comptons sur notre capacité à faire face. Et c'est dommage que l'Afrique n'ait pas beaucoup de chercheurs. Et là, c'est le moment de dire aux Africains, s'il n'y avait pas eu la corruption, si on n'avait pas permis au cerveau, on n'avait pas laissé les cerveaux prendre la fuite, parce que quand les cerveaux viennent en Mauritanie, on ne les valorise pas. Quand les cerveaux viennent en Afrique, on ne les valorise pas. Ils sont tous en train de vendre leur matière grise ailleurs. S'ils étaient là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. On ne serait pas menacé par des vaccins dont on n'est pas sûr. On aurait nos propres. Docteur, vous pouvez nous donner un mot sur cette histoire de vaccin? Qu'en est-il en réalité? Je vais quand même revenir un peu parce qu'il faut que j'apporte... C'est lui qui pose les questions. Je vais quand même profiter pour apporter certaines informations. En tout cas, pour le ministère de la Santé, pour la gestion de l'information, il a créé, en fait, d'ailleurs à la télévision, vous savez, le ministre de la Santé a mis en place une équipe qui sont autorisés à parler publiquement au nom du ministère de la Santé sur le Covid-19. C'est des épidémiologistes, c'est des médecins de santé. Ça, c'est la communication. Oui, je parle, communication publique. Oui, c'est maintenant, ça. Recherche de l'information, ces mêmes personnes, et je suis désolé de le dire, mais il y en a à qui on demande une information supplémentaire. Nous, on ne cherche pas à communiquer, on cherche à informer. C'est différent. Parce que si on nous demande de communiquer, nous allons être des agents de publicité pour les pouvoirs publics. Mais si on veut informer, mais les informations qui sont disponibles, je pense que ce n'est pas difficile. En fait, et c'est pour éviter d'induire les journalistes. D'ailleurs, les informations sont accessibles sur le site du ministère de la Santé. Non, mais justement, vous avez l'information. Vous savez, le journaliste, il a un problème. Il y a ce que je connais, il y a ce que je ne connais pas, il y a ce que je crois. Donc, ces trois éléments-là, il faudra que je puisse, en tout cas, faire les recoupements. On va permettre à la docteure de nous donner les informations. Effectivement, mais la direction générale de la santé, vous l'appelez, vous appelez un conseiller chargé de communication ou de la direction de la médecine hospitalière, ou la secrétaire générale du ministère de la Santé, ils vous donneront toutes les informations que vous souhaitez. Parce que les informations principales. Au cas où ça ne passe pas, vous prenez le contact de Dr Moussa, vous l'appelez. Son Excellence, le ministre lui-même donne l'information la plus actualisée dans ce qui se fait, ce qui concerne Covid, le site du ministère et aussi toutes les personnes dont la liste que vous avez reçue à la télévision, vous pouvez les appeler pour donner l'information, ils vous donneront. Voilà. Donc, un mot sur cette histoire de vaccin dont on parle en Afrique. Pour la vaccination, ça, je ne sais pas. Je ne peux pas parler de ça parce que je n'ai pas d'informations. J'ai entendu la rumeur surtout, mais je n'ai pas vraiment beaucoup d'informations. Par contre, je vais parler de la vaccination de l'influenza virus. La vaccination, souvent, d'abord, si on va développer un vaccin maintenant, c'est à 7 mois ou 6 mois qu'il peut être disponible. Oui. Donc vraiment, il ne faut pas qu'on cherche beaucoup, s'arrêter beaucoup sur le vaccin. Et d'ailleurs, ce vaccin, si on le développe, il devient accessible pour nous tous dans 6 mois, par exemple. Mais ce vaccin n'est plus actuel pour l'année prochaine s'il y a une autre pandémie de virus qui réapparaît. Parce que le virus lui-même s'est développé. Voilà, cette capacité de mutation antigénique qu'il possède. Donc il ne faut pas miser beaucoup sur la vaccination. Ce qu'il faut miser, c'est sur ce qu'on est en train de faire, les mesures collectives maintenant,
de rompre la chaîne de transmission, de stopper ou d'éviter la propagation de ces virus. Vraiment, c'est les mesures sur lesquelles on doit tous rester vigilants pour les appliquer et on doit tous être vigilants pour informer autour de nous sur l'importance de ces mesures. La vaccination sur Covid-19, même si même s'il y a des laboratoires ou des industries pharmaceutiques qui veulent le faire, mais c'est 6 mois et je suis sûr que cette épidémie, en tout cas j'espère bien, elle ne va même pas, le temps que le vaccin se développe, la pandémie déjà arrêtée certainement, c'est que nous souhaitons fort. Donc pourquoi j'ai dit ça? Pour vraiment dire que c'est des mesures en fait préventives qui sont la meilleure méthode maintenant. Ce que nous avons maintenant, c'est appliquer les mesures. Voilà, et qui est en train de donner des résultats fort heureusement chez nous. On doit rester vigilant et continuer à appliquer ces mesures jusqu'au bout. À mon avis, c'est ça en fait. Autre chose, c'est que je veux dire que mon collègue Kissima avait dit que c'est vrai, il est important cette transparence que le gouvernement mauritanien est en train d'appliquer vis-à-vis de la gestion de l'information. Parce que quand on est devant les pandémies, les épidémies, la gestion de l'information est extrêmement importante. Parce que ça peut vraiment changer tout. Et là, vraiment, comme il l'a bien confirmé avec moi, nous sommes, la gestion de cette épidémie est en train de se faire vraiment selon les règles de l'art, la communication anticipée, que la première personnalité du système donne l'information, et donne l'information fiable, si tout le monde peut le vérifier s'il veut, et c'est comme ça que ça a été depuis avant l'épidémie jusqu'à présent. Et voilà. L'autre élément sur lequel je souhaite, moi, quand même, en tant qu'épidémiologiste, vraiment souligner son importance, c'est ces mesures de confinement. Ils ont déjà donné leurs preuves un peu partout dans les épidémies qui sont passées. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'appliquer chez nous. Et aussi, il faut saluer la population qui est en train, qui a un certain veille maintenant au sein de la population. On m'a raconté certaines situations où c'est la population elle-même qui dénonce quelqu'un qui est rentré de manière illégale ou autre. Donc ça, c'est-à-dire que l'opinion publique nationale est déjà informée, vigilante sur l'importance et la responsabilité de chacun vis-à-vis de cette crise que le monde est en train de passer. Le confinement, c'est 21 jours ou 14 jours? Bon, le confinement, c'était 21 jours, c'était 14 jours, mais je crois qu'il a été prolongé à 21 jours. Vous savez, moi, je peux vous donner l'exemple de l'épidémie de rougeole ou l'épidémie de fièvre hémorragique rhumée Congo que nous avons géré en fait dans le système de santé. Souvent, on prend le dernier cas enregistré. Qui a coûté la vie à des médecins, surtout. Oui, en fait, je parle de durée de confinement. En tout cas, ce que nous, on applique avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on prend 21 jours après le dernier cas détecté. Supposons que ce soit fièvre hémorragique rhumée Congo, fièvre de Val, 21 jours après le dernier cas. Donc, on fait le suivi. Le dernier cas ici, c'était quand? Le dernier cas, c'était le 30. Mais comme j'ai dit aussi au début de l'émission, il revient au gouvernement. Ça, c'est les autorités qui la fin d'une épidémie, la déclaration de fin d'une épidémie, de fin de confinement. Ça, c'est l'OMS donne les soins. Ça revient à chaque État parce que l'État est souverain de juger en fonction. Si le chef de l'État, avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur, juge que ça, ou le ministre de l'équipement et du transport juge qu'il faut arrêter, il faut arrêter. Mais il revient à eux de juger en fonction de leur vision parce que tout ce qui a été fait, ça réussit. Maintenant, la fin aussi de ce qui a été fait, ça les appartient. Et je suis sûr qu'ils le feront quand ils jugeront nécessaire de le faire et quand les conditions aussi permettent de le faire. À propos de la levée du couvre-feu et du confinement, Kissima, il y a tellement de fake news qui circulent, ça te fait quoi de voir tellement d'informations sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a des sources d'informations qu'on peut aller voir? Oui, en tout cas, de toute façon, il m'a réglé un problème en me disant qu'il faut aller... Moi, je sais déjà où sont les sources. Le problème, c'est l'accès. Mais en qui faut-il faire confiance? Est-ce qu'il faut faire confiance au blogueur, celui qui intervient sur Facebook, sur les WhatsApp et autres réseaux sociaux? Ou bien il faut faire confiance à un média classique, bien reconnu, dont on fait, en tout cas, dont les acteurs sont dignes de confiance? Ou bien est-ce qu'il faut laisser les informations partir? Qui sont les consommateurs de l'information? Ce sont les populations. Comment faut-il aider maintenant ces populations à être rassurées, à être dans une disposition à respecter les mesures qui sont dictées?
Vous avez dit que c'est bien que les populations dénoncent. Mais il ne faut pas que la dénonciation se transforme en stigmatisation. Parce que aussi, j'ai eu des vocaux où on a commencé à stigmatiser des personnes pour dire, voilà, c'est telle communauté qui a été victime, donc qui est venue propager la maladie par-ci, par-là. Quand on ferme les frontières, quand vous invitez dans vos journaux parler des personnes soi-disant appartenant à telle ou telle ville, vous devez contrôler l'information qu'ils font passer. Parce qu'il y a des gens qui dépassent. Et les informations, c'est en langue nationale. Il faudrait, dans le choix des éléments qui vont passer dans le journal télévisé, il faudrait que vous contrôliez un peu leur manière de parler. S'il y a des gens qui disent des choses qui risquent de monter des populations les unes contre les autres, c'est à la télévision de procéder, si vous voulez, à la mise au tamis, pour ne pas dire à la censure. Il faut trier la bonne information en période de crise. C'est important, ça. Effectivement. Maintenant, l'autre élément, c'est quoi? Il y a un couvre-feu. Le couvre-feu, quand il existe, il y a des populations, mais dites surtout aux acteurs qui sont censés faire respecter le couvre-feu de se comporter de façon citoyenne également avec les personnes. Parce que si un homme en tenue vous surprend à une période de couvre-feu, il faut qu'il cherche à comprendre pourquoi vous êtes là à tel moment alors que vous êtes censé être chez vous. Il faut sensibiliser aussi les policiers, les agents de la sécurité GSR, les gardes, les militaires et les gendarmes pour qu'ils sachent parler correctement aux populations. Sinon, vous créez des tensions. L'autre aspect... Ça, c'est notre rôle à tous. Non, écoutez-moi. Non, mais je suis en train de vous dire justement que actuellement, on est dans une période où l'information est contrôlée. Pour faire passer cette information, ceux qui contrôlent l'information devaient accompagner cela de sensibilisation. Sensibiliser, dire d'abord, nous vous mettons ici à tel point, mais nous ne vous permettrons pas de manquer de respect à quelqu'un, de faire violence contre quelqu'un. Ça, c'est très important. Oui. Sinon, les populations ne sont pas apaisées. Il y a un autre élément. On parle de distribution. Depuis que le président a dit nous dégageons tant de fonds pour soutenir les populations qui sont dans le besoin. Mais on assiste parfois à des éléments de pagaille dans tel ou tel quartier où les gens sont en train de s'entasser pour accéder à l'aide. Tu me permets, parce que là, tu es en train de marcher sur le dernier chapitre. D'accord, il faut que j'attende. Oui, tu vas attendre un peu. C'est le volet accompagnement social. Je ne sais pas si le docteur a des informations là-dessus, parce qu'il y a des effets économiques qu'on commence à sentir, des marchés qui sont fermés, les vendeurs dans les boutiques ordinaires, etc., qui ne vendent pas les denrées de première nécessité. Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement? Oui, en fait, je vais venir sur ça, mais vous permettez quand même, je vais souligner. Juste un mot pour comme d'habitude. Docteur, en fait, c'est comme moi je voulais dire que lorsque j'ai dit que certaines populations en veille, qu'ils arrivent à amener quelqu'un ou les convaincre à venir se rendre à la population, bien entendu, comme Christian a bien dit, sans stigmatisation de la personne. Bien sûr. Et ça, l'épidémie n'a pas de couleur, n'a pas de lien, elle peut arriver à tout le monde au bon pied d'égalité. Donc ça vraiment c'est quelque chose que c'est important, ce qu'il a soulevé, et c'est très important. Maintenant, pour les mesures sociales, en fait, le malheur des épidémies, c'est toujours ça. C'est qu'ils ont toujours un impact économique très lourd sur les pays, parce qu'on arrête tout. Il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas beaucoup de... et même social, ils ont un impact économique, social. Maintenant, nous, sur le plan épidémiologique, chaque fois quand il y a une épidémie, on passe à ce qu'on appelle la revue après action. C'est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Ça se fait au cours de l'épidémie? Non, à la fin. Il faut attendre maintenant que tout soit élevé pour qu'on revoie un peu ça. Oui. Et là, c'est une revue qui permettra vraiment de passer en revue tous les aspects de la gestion d'une épidémie. Ça va être les aspects sanitaires, s'il y a des failles de stigmatisation, ça va sortir. Et s'il y a des failles, par exemple, de l'accompagnement social, ça va sortir. Et tout ça, en fait, à la fin, il y aura des mesures correctrices pour que si jamais demain, c'est des leçons en fait qu'on va tirer de chaque épidémie pour essayer que l'épidémie suivante soit plus maîtrisée. Comme je dis, c'est quelque chose qui était venu soudain. Le monde n'était pas préparé assez. Il y aura des failles, mais une revue après action permettra vraiment de voir en revue la gestion de tout ce qui a été fait, les points forts, les points faibles et des recommandations à voir l'amélioration de ce qui peut venir après. Maintenant, pour les mesures sociales, moi, je peux parler que ce que j'ai témoin. En fait, je ne suis pas... Mais, en tout cas, j'étais témoin oculaire de quelqu'un qui était parmi les gens chargés
de prendre, c'est-à-dire de participer au recensement des personnes indigentes. Et en tout cas, ce que moi j'ai participé avec lui, c'est quelque chose de très, très transparent. C'est des gens qui connaissent des gens indigents et qui partent les chercher. Je ne sais pas le mécanisme, mais je sais que quand même, je sais qu'il y a un filtre en fait. La personne, il peut amener tout ce qu'ils veulent, mais quand ils amènent ça, par exemple, c'est centralisé au niveau du ministère des Affaires sociales, qui transmet au niveau de l'agence de Down, mais les gens partent pour vérifier. Ils partent sur le terrain pour vérifier. Le début, ça se fait sur un numéro de téléphone, numéro de pièce d'identité, il est lié. Et les gens partent pour vérifier. Et certainement, il y a certaines personnes qui sont prioritaires que d'autres. Ça, c'est normal. Et en tout cas, ce que moi j'ai vu, c'était une gestion vraiment transparente. Mais néanmoins, il peut y avoir, comme Kissima l'a dit, des gens qui méritent ça. Mais c'est un système qui est en cours. Et d'ailleurs, ce que je vais dire, le mécanisme est très simple. Ils ont des bases de données. Il y a des bases de données ici, parce que ce n'est pas maintenant que la Mauritanie est rentrée dans les programmes de lutte contre la pauvreté, de maîtrise un peu de toutes ces situations. Certainement, ils utilisent ces bases de données. Maintenant, le problème, ce n'est pas la transparence. Je n'ai rien à dire sur cet aspect. Mais c'est juste un problème d'organisation. Regardez, vous avez un couvre-feu. Pourquoi ne pas profiter, par exemple, des moments de couvre-feu pour procéder à la distribution, là où il n'y aura pas de foules? Parce que dans la journée, vous avez les foules. Et vous avez dit distance sociale, distanciation sociale, respecter un peu, se mettre les masques. Mais les services qui sont chargés d'aller soit distribuer l'argent ou distribuer les vivres, peut-être que ces services-là, on devrait leur donner des autorisations de circuler pendant les heures de couvre-feu, entre 18h et peut-être 22h même, pour ne pas aller jusqu'à 6h du matin. Pour que les maisons, les foyers qui auront été, comment dirais-je, répertoriés, puissent faire l'objet de visites régulières, et ça va se faire dans le calme. Mais dans certains quartiers, je vous assure, vous allez venir voir des gens qui sont en train d'assaillir tout simplement les agents chargés de s'occuper de cela. Mais il n'y a plus de distance. On ne respecte plus les mesures. C'est juste pour dire que, du point de vue de l'organisation, peut-être qu'on pourrait procéder de cette manière-là. Docteur, pouvez-nous parler du pic? C'est quand le pic? Est-ce qu'on l'a déjà dépassé ou il faut l'attendre encore? Ah bon, pour moi, personnellement, je pense que le pic, on l'a dépassé. Je pense et j'espère que j'ai raison, mais on l'a dépassé si les mesures qu'on est en train de faire maintenant, de confinement et les mesures de précaution standard seront maintenues et appliquées. Bien que je dis que c'est une pandémie imprévisible, tout peut y arriver. Mais en tout cas, je pense que pour cette période, en tout cas, du 13 jusqu'au 6, je crois que, je pense qu'on a déjà dépassé le pic de l'épidémie. Si on continue à appliquer ces mesures et à maintenir le contexte tel qu'il est, je pense que on peut vraiment... je suis optimiste. Qu'est-ce qui est le plus gênant pour vous? Bien qu'aussi, il y a un autre élément, excusez-moi, qui augmente mon optimisme, c'est qu'il y a aussi une approche communautaire qui est appliquée par le gouvernement. Vous savez, maintenant, ce n'est plus le problème du secteur de la santé, ni du secteur, c'est le problème de tout le monde. La population mauritanienne. La population mauritanienne. Et ça, c'est un élément important qui va vraiment, maintenir en fait la situation telle que nous sommes, là où nous sommes. En attendant, bien que j'ai lu dans certaines recherches qui disaient que ce genre de virus, qui sont des virus enveloppés, souvent, ils ne résistent pas à la température. Et espérons que d'ici la fin du mois prochain, certainement, voilà, on peut jouer sur ça, bien qu'il y ait des cas des épidémies. Il y a eu déjà des cas aussi. Il y a des épidémies comme la pandémie de 1918 jusqu'au 1919-1920, où il était continu. Il n'y a pas eu malgré la chaleur, malgré tout ça. Bon, bien que peut-être n'a pas concerné notre zone très tempérée ici, mais en tout cas, il y a ça. Mais la majeure partie des recherches dans ce sens stipule que le virus influenza virus, comme il s'agit d'un virus enveloppé, il n'est pas résistant contre la chaleur. Voilà. Kissima, en tant que citoyen, comment vous voyez déjà le Ramadan dans le confinement?
Ça, c'est une question qu'on pose aux marabouts, pas à un citoyen simple comme moi. Mais ce que je vais dire, c'est que tout de suite avant de sortir de la maison, j'ai dit, je suis sûr que, en tout cas, le Ramadan, Inch'Allah, va se passer dans de bonnes conditions. C'est l'optimisme. Ça fait partie d'ailleurs de nos forces à nous autres qui appartenons au pays, si vous voulez, pas assez développés, où nous comptons sur les causalités métaphysiques, beaucoup plus que sur les causalités pragmatiques. Et je constate que la Mauritanie, aussi bien que le reste du monde, agit de façon empirique par rapport à ce virus. Parce que c'est vrai que les gens n'ont pas encore compris totalement son mode de fonctionnement. Si bien que quand on dit le port du masque est réservé uniquement aux malades, on en arrive aujourd'hui à dire que tout le monde doit porter le masque. La dernière fois au Conseil des ministres, ce n'est plus la distance, mais chaque ministre, y compris le président, avait le masque. Bon, c'est important de dire que ça se passe comme ça. Et de façon empirique, lorsqu'il y a eu le cas de Kaïdi, les gens ont décidé de mettre la zone en quarantaine. Il a fallu qu'il y ait cet aspect-là. Il a fallu que l'information soit clarifiée après la sortie du ministre pour que les autorités prennent cette décision. Deuxième élément, réaction empirique, il a fallu que quelqu'un meure au bout du 14e jour de confinement pour qu'on décide de prolonger le confinement à 21 jours. Il a fallu que tous ces éléments aient lieu pour qu'on décide maintenant de dépister systématiquement les gens. Ça veut dire qu'on progresse. Merci. Tous ces éléments permettent d'avoir de l'espoir. Kissima, c'est sur cette note d'espoir que nous allons terminer cette émission réservée au coronavirus. J'avais comme invité le docteur Moussa Ould Abdallahi, qui est chargé de mission au ministère de la Santé, PhD épidémiologique, et Kissima Diagana, journaliste. Chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne soirée et bonne continuation sur les émissions de Mauritania et la semaine prochaine, Inch'Allah.